Bonjour à tous, Nolwenn François de l'ANS. Je vais très rapidement laisser la parole à Dominique Pont qui est parmi nous pour vous présenter les enjeux de notre Ségur du numérique en santé, qui au cours de ce webinaire est donc adressé aux directeurs d'établissement, à vos adjoints, et donc on parlera des différents mécanismes activés pour ce Ségur du numérique et nous parlerons très peu, voire pas du tout d'informatique. Voilà, donc je laisse la parole à Dominique pour une première partie sur la présentation des enjeux dans le contexte hospitalier. Merci Nolwenn, merci Elodie et bonjour à tous. Donc globalement, je vais faire une petite introduction pour vous présenter de façon macro les grands principes en fait de ce programme Ségur numérique et ensuite petit à petit on va rentrer dans les détails et puis ensuite dialoguer avec vous sur les différentes questions que vous avez à vous poser. Bon, le contexte général du Ségur numérique, ça s'inscrit dans la feuille de route du numérique en santé, qui a plusieurs objectifs. Via l'arrivée de Mon Espace Santé, la grande plateforme citoyenne à partir de janvier 2022 à l'ensemble des citoyens français. C'est aussi, ça rentre dans le cadre des objectifs Ségur, améliorer le cadre de travail des professionnels de santé au travers d'un objectif principal. On ne veut pas courir tous les lièvres à la fois, on en court un principalement qui est accélérer en France le partage sécurisé et fluide des données de santé entre professionnels de santé et établissements de santé d'une part, mais aussi avec le patient lui-même, l'usager, le citoyen, dans une vocation à améliorer les parcours de soins et à engager aussi les patients à être acteurs de leur santé. Donc, pour généraliser partout en France le partage sécurisé des données de santé, un budget est consacré de 2 milliards d'euros sur un plan à 3 ans dans le secteur sanitaire avec une enveloppe de 1,4 milliard et un plan de 600 millions d'euros sur 5 ans dans le secteur médico-social. Et tout ça étant financé par des fonds européens, financés par le plan de relance et résilience européen. L'idée de la marche à franchir pour vous rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions de documents de santé qui sont échangés via des canaux sécurisés, notamment le dossier médical partagé dont on va reparler et la messagerie sécurisée. Ce qu'on veut, c'est activer à horizon 2 ans à peu près un facteur 50, c'est-à-dire franchir une marche de 10 millions à 500 millions de documents échangés en France par des canaux sécurisés, souverains, régaliens, que sont la messagerie sécurisée de santé et le nouveau dossier médical partagé dont le nom de code de cette plateforme citoyenne s'appelle Mon Espace Santé et qui, je le répète, va être ouverte à l'ensemble des citoyens français à partir de janvier 2022. Voilà, donc en gros, dans le programme Ségur numérique, il y a un premier point qui est un point technique. On va le voir avec un financement dédié et une stratégie dédiée de relations presque directes entre les pouvoirs publics et les éditeurs de logiciels pour qu'ils modifient leur logiciel, qu'ils labellisent leur logiciel avec une labellisation portée par l'Agence du numérique en santé, afin qu'ils intègrent dans la totalité des logiciels ville-hôpital des briques socles régaliennes, souveraines, nationales que sont l'identité nationale de santé, une façon unique d'identifier un patient avec nom, prénom, date de naissance, numéro d'identifiant, lieu de naissance et date de naissance, avec une seule façon en France, pour une fois maintenant, voilà, unique, que chaque logiciel ne réinvente pas une façon d'identifier le patient. Donc ça, c'est l'identité nationale de santé qui est un axe majeur en fait de la transformation numérique et c'est pas normal d'ailleurs qu'on n'ait toujours pas ça en France aujourd'hui. Donc ça, on veut y aller de façon ultra volontariste. Un connecteur, voilà, au nouveau dossier médical partagé. Un client de messagerie sécurisée et ce qu'on appelle ProSanté Connect qui techniquement juste vous permet dans les logiciels de santé de vous connecter dans les logiciels de santé de façon sécurisée et standardisée en France, notamment pour pouvoir utiliser la ICPS. Et donc, dans l'idée générale, c'est on dit on veut en même temps modifier tous les logiciels de santé en France, ville, hôpital, radiologie, biologie, pour que si tous ces logiciels ils évoluent ensemble et qu'on fasse évoluer tous les professionnels de santé en France, on puisse permettre de partager via le dossier médical partagé et via la messagerie sécurisée de santé quelques données clés, les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances,
les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, quelques documents de sortie supplémentaires venant des établissements de santé au-delà de la lettre de liaison et du compte rendu d'hospitalisation, peut-être une ordonnance de sortie, et de commencer par se focaliser sur ces données-là de façon humble mais progressive en disant ça, il faut qu'on fasse basculer en fait le partage sécurisé des données de santé en France sur ces données principales, à la fois entre professionnels de santé, ce que vous avez à la gauche de ce transparent, mais aussi avec le patient lui-même. Donc, la stratégie qui est nouvelle, qui est inédite, au-delà des moyens financiers, les moyens qu'on met en œuvre et l'organisation et le cadre juridique dans lequel on s'inscrit change vraiment de stratégie. Jusqu'à présent, les moyens financiers étaient donnés aux médecins, aux professionnels de santé, aux établissements de santé qui eux-mêmes traitaient tout et négociaient avec les industriels, leurs éditeurs. Là, on dit non, on va découper en deux une stratégie autour de l'équipement logiciel et une stratégie autour de l'usage, de la transformation, de l'usage par les professionnels de santé d'outils numériques pour qu'ils puissent réellement partager les données de santé. Sur la première partie qui est de l'équipement logiciel, il y a, vous le voyez dans le tableau en matrice, des mesures financières et des mesures réglementaires. Donc, on s'inscrit dans le cas des mesures réglementaires à une opposabilité et l'obligation pour les éditeurs de respecter un cahier des charges précis. On a travaillé avec plus de 200 professionnels de santé qui décrit précisément comment leur logiciel doit évoluer pour remplir ces objectifs d'intégration de briques techniques SOC et de partage sécurisé des données de santé. Et des mesures financières d'accompagnement avec une nouveauté, on n'a jamais fait ça dans la santé en France, un principe d'achat pour compte de l'État directement auprès des industriels pour le compte des professionnels de santé, des établissements de santé, dans ce qu'on appelle un système ouvert et non sélectif dont on va vous parler. Donc, première colonne, premier axe, c'est le financement à l'équipement des établissements de santé et des professionnels de santé en France sur la base d'une labellisation, d'un tampon, d'un référencement fixé par les pouvoirs publics via l'Agence du numérique en santé et avec un financement basé sur un système ouvert non sélectif avec de l'achat pour compte. Côté établissement de santé, c'est un deuxième mécanisme de financement qui est un financement forfaitaire des établissements et des professionnels à l'atteinte de cibles d'usage, les cibles d'usage revenant à ce que je viens de présenter, c'est-à-dire effectivement le partage de données de santé via le DMP, via la messagerie sécurisée, de quelques données de santé clés, notamment pour les hôpitaux, les comptes rendus d'hospitalisation, pour les labos de biologie, les résultats de biologie, et pour les centres de radiologie, les comptes rendus de radiologie. Et derrière, la volonté d'avancer de cette phase financière incitative à des mesures réglementaires, notamment via la loi au TSS, et puis en intégrant côté ville ces critères numériques dans le forfait structure de la ROSP, et côté établissement de santé, ces mêmes critères d'usage numérique progressivement dans l'IFAC. Donc globalement, pour entrer maintenant un petit peu plus dans les détails, globalement sur le financement, premier financement, de l'atteinte de cibles d'usage, 210 millions d'euros consacrés en enveloppe. C'est un programme dont l'acronyme, c'est le programme SUN-ES, un système pour les établissements de santé d'atteinte à des cibles d'usage. Et donc, l'idée générale de l'objectif, colonne de gauche, c'est d'encourager à l'utilisation de l'identité nationale de santé dans les logiciels, du DMP et de la messagerie sécurisée de santé avec comme objectif de donner une impulsion forte et une visibilité à l'accélération de l'envoi dans le DMP, de l'envoi par messagerie sécurisée des documents de santé hospitaliers pour que dès le premier semestre de l'année 2022, avec l'arrivée de la plateforme citoyenne Mon Espace Santé, on voit enfin partager avec le citoyen et un professionnel de santé ces documents de santé. Donc, dans le découpage de ce financement des établissements de santé à l'atteinte de cibles d'usage, un premier volet qui est consacré à l'alimentation du DMP, avec les documents de sortie d'hospitalisation, les résultats de biologie et les comptes rendus d'imagerie, et un deuxième volet qui est l'usage de la messagerie sécurisée de santé et qui va s'étendre à partir de début 2022 à l'ensemble des citoyens français. Concrètement, chaque citoyen français aura son adresse de messagerie sécurisée de santé et donc un hôpital
un biologiste, un radiologue, un professionnel de santé pourra utiliser ce canal de messagerie sécurisé au lieu d'utiliser comme aujourd'hui Gmail ou WhatsApp. La temporalité, c'est septembre 2021 à décembre 2023. C'est ARS, DGOS et DNS qui gèrent les candidatures avec un gestionnaire des versements qui est la Caisse des dépôts et un destinataire du financement final qui est bien l'établissement de santé, l'établissement sanitaire puisque c'est lui qui, in fine, est financé pour l'atteinte de ses cibles d'usage. Donc ça, c'est la première partie de financement aux établissements de santé en fonction des cibles d'usage. Et en parallèle, comme je l'ai expliqué, il y a un dispositif d'achat de l'État pour le compte des professionnels et des établissements de santé avec l'acronyme, c'est Système ouvert non sélectif SON, là, vous avez à l'écran. Et l'idée, c'est d'aider les établissements de santé à s'équiper de solutions conformes aux exigences Ségur avec ce qu'on vous expliquait, un cahier des charges qui a été établi, porté par l'État sur la base d'un travail d'un an avec 200 professionnels de santé, DSI hospitaliers, etc., pour cadrer en fait l'offre industrielle avec, dans la vague 1, des référentiels d'identité, comment on construit ce que ça va impacter au niveau du dossier passé informatisé, ce que ça va impacter au niveau de la gestion administrative, ce que ça va impacter sur tout ce qu'on appelle dans les systèmes d'information hospitaliers, les plateformes d'intermédiation, vous savez, tous ces outils qui permettent d'envoyer au DMP ou par messagerie sécurisée, les LIFUN, les ICANOP, les Innovacom, etc. Ça concerne tous les logiciels RIS des radiologues et ça concerne tous les logiciels de laboratoire et ces systèmes d'information. Ça, c'est une vague 1 et avec un premier niveau d'exigence. Et dès l'année prochaine, vous allez le voir, on va faire monter encore le cahier des charges avec un financement adossé aussi pour faire monter encore aussi en exigence d'interopérabilité de sécurité tous ces logiciels dont je viens de vous parler, le dossier patient informatisé, les gestions administratives des hôpitaux, RIS et logiciels de laboratoire. Le périmètre est encore à définir. La temporalité, vous voyez, c'est septembre 2021 à juillet 2022 pour la vague 1 et on va travailler sur bientôt les exigences de la vague 2 du Ségur numérique côté achat d'équipement entre juillet 2022 et décembre 2023 avec comme gestionnaire des candidatures l'agence du numérique en santé et l'ASP. Le gestionnaire des versements, c'est l'ASP et le destinataire du financement final avec ce principe d'achat pour compte, c'est directement l'industriel. Et donc, la mise à jour des logiciels de santé pour que ce soit conforme à ça, c'est directement pris en charge par l'État. Voilà, donc ces deux financements, vous avez compris, c'est capitalisé sur l'acquisition de versions de logiciels qui sont référencées Ségur pour alimenter plus facilement le DMP et la MSL. Donc, il y a une vraie volonté de cadrer les industriels, cadrer les versions logicielles, les tester, les labelliser, obtenir des forfaits associés au financement à usage et bénéficier des versions Ségur de logiciels sans reste à charge pour les établissements de santé. C'est aussi bénéficier de versions de logiciels qui sont référencées Ségur avec des prestations de mise en œuvre sans reste à charge. Et pour bénéficier aussi du financement à l'usage, c'est l'atteinte de cibles d'usage, avec des financements associés. Donc, ce qui est concerné en termes d'éligibilité au financement pour les établissements de santé dans ce principe à nouveau de financement à l'équipement et financement à l'usage, donc c'est évidemment les établissements sanitaires qui à la fois sont concernés par le financement à l'équipement via les achats pour compte de leurs éditeurs et via le programme SON-OS d'atteinte possible d'usage, mais c'est aussi les laboratoires de biologie médicale, selon qu'ils sont soit indépendants, soit rattachés à l'établissement de santé, avec tout ce que vous voyez. Donc, si c'est rattaché à un établissement de santé, c'est intégré directement dans le programme SON pour la biologie médicale et dans le programme SON-OS pour l'hôpital. Et si c'est un labo indépendant, en fait, c'est dans le cadre pour le financement à l'usage de la ROS, ce qui a été négocié avec l'assurance maladie dans le cadre des négos conventionnels. Et idem, exactement en symétrie, exactement avec ces deux cas, soit rattachés à un établissement, soit indépendant pour les plateaux techniques de radiologie. Voilà.
Et donc, pour finir et puis rentrer plus dans les détails, pour vous donner finir ce premier survol en termes de macro-calendrier, donc sur le financement à l'équipement, on est actuellement dans une phase qui s'étale entre septembre 2021 jusqu'à l'été 2022 avec une ouverture de possibilités des éditeurs de candidater à la labellisation et puis derrière ensuite au financement avec une clôture des demandes de référencement à mai 2022. Et on anticipe une deuxième vague, ce que je vous expliquais, en termes d'exigences croissantes pour les éditeurs. En gros, entre l'été 2022 et fin 2023. Alors, pour l'instant, on a travaillé sur des cahiers des charges qui sont sortis pour la labellisation des éditeurs côté hôpital, biologie, radiologie, médecine de ville. On est en train d'ouvrir une nouvelle task force autour de la pharmacie. Voilà, on est en train de travailler sur le volet pharmacie et il nous reste encore d'autres couloirs, d'autres métiers à instruire au niveau plus paramédical, infirmière libérale, kiné, dentiste. Bon, pour l'instant, au plateau d'Anapat, qu'on n'a pas encore travaillé, mais qui vont suivre exactement le même modèle en fait de cahier de spécification de travail avec les professionnels de santé, publication d'un cahier des charges pour une labellisation et les mêmes principes. Ça, c'est du côté équipement, le macro-calendrier que vous avez sur la première ligne bleue et sur la partie verte pour le financement à l'usage des établissements de santé. Ouverture qui a démarré pour le volet 1, c'est-à-dire l'alimentation du DMP qui a démarré en septembre avec la possibilité déjà de candidater pour les établissements de santé et avec un principe de fenêtre de financement semestriel que vous voyez à l'écran dont les modalités précises vous seront présentées tout à l'heure, mais d'ores et déjà, on peut candidater à ce financement SunOS d'alimentation du DMP avec des fenêtres de financement, vous voyez, qui démarrent entre janvier 2022 jusqu'à l'été 2022, puis ensuite tous les 6 mois. Et côté deuxième volet de ce financement à l'usage, qui concerne la messagerie sécurisée citoyenne, c'est-à-dire le fait que les établissements de santé utilisent le canal de messagerie sécurisée pour dialoguer avec le patient lui-même, pour lui envoyer des données et dialoguer avec lui. L'instruction autour de ce financement est prévue pour février 2022 et avec des fenêtres en fait de financement, vous voyez, qui sont réparties à partir de vous avez à l'écran les 3 fenêtres de financement qui sont projetées à partir de l'été 2022. Ce sont des fenêtres de 6 mois aussi. Donc en résumé, dans ce macro calendrier, les équipements, pour le financement à l'équipement, la fenêtre d'ouverture de la labellisation des éditeurs hospitaliers, labos de biologie et radiologie a démarré. Vous avez le calendrier à l'écran avec une clôture du référencement des éditeurs en mai 2022. Et côté financement aux établissements de santé, ouvert dès aujourd'hui le financement à l'usage pour l'alimentation du DMP par les établissements de santé et à partir de février, une deuxième instruction pour un financement à l'usage de la messagerie sécurisée de santé citoyenne par les établissements de santé. Voilà un premier tour d'horizon général avant de rentrer un peu plus dans les détails avec vous. Merci beaucoup, Dominique. Donc, vous l'aurez compris, on est bien sur deux mécanismes distincts, mais dans lesquels vous pouvez vous inscrire dès à présent. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Caroline Leblouan, qui est chef de bureau du bureau système d'information des acteurs de l'offre de soins à la DGOS, pour vous décrire avec plus de détails le financement à l'usage, autrement appelé SunOS. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter en détail ce programme SunOS pour Ségur Usage Numérique Établissement de Santé. L'objectif est bien d'encourager, comme l'a précisé Dominique, l'usage des outils socles à l'hôpital, que sont l'identité nationale de santé, le dossier médical partagé et la messagerie sécurisée de santé,
en lien avec l'ouverture de mon espace santé. On parle bien de promotion de l'usage, c'est-à-dire l'utilisation au quotidien de ces outils socles et de l'envoi de données de compte rendu par ce biais. C'est un financement direct aux établissements sanitaires, conditionné au respect de critères d'éligibilité et à l'atteinte de 6 prérequis et de cibles d'usage que je vais vous détailler. Donc, c'est un financement direct via du FMIS, du Fonds de modernisation et d'investissement en santé. Le programme SONES se place en continuité du programme Open, qui est lancé depuis 2019. L'objectif, c'est bien une accélération sur des objectifs bien ciblés, comme l'a précisé Dominique, et en s'appuyant sur les efforts que vous avez déjà engagés dans le cadre du programme Open. Donc, participer au programme Open ou avoir bénéficié d'Hôpital Numérique, le programme précédent, ne constitue pas de critère d'exclusion. Il y a bien une cohérence d'action et de valorisation, de capitalisation sur ce que vous avez déjà mis en place et réalisé comme effort. On s'inscrit dans la continuité, dans les grands principes aussi du volet, bien sûr, numérique du Ségur, et particulièrement de la vision centrée sur les usages avec une dimension inclusive, c'est-à-dire que vraiment, nous, l'objectif, c'est d'avoir une action systémique et d'impliquer l'ensemble des établissements sanitaires et donc il y ait le moins de sélectivité possible. Il y a donc aussi au niveau du pilotage, donc le niveau national bien sûr, mais surtout le niveau régional, donc les ARS qui sont en proximité pour vous accompagner et être en relais sur ce programme et sa mise en œuvre. Donc, en détail, un financement de 210 millions sur 2021-2023 via du FMIS, 2 grands volets, donc un volet qui est déjà parti en termes de généralisation, un volet 2 qui est en expérimentation. Donc, le volet 1 sur alimentation du DMP, 158 millions, donc 75% de l'enveloppe. Donc, l'objectif, c'est vraiment promouvoir le partage et l'alimentation du DMP avec 3 grands domaines de données, donc les documents de sortie, compte rendu opératoire, lettres des liaisons, les domaines biologie avec compte rendu de biologie et d'imagerie, donc avec des enveloppes de financement dédiées. Donc ça, c'est le volet 1. Le volet 2, qui a pour objectif de développer l'usage de la messagerie pro et citoyenne dans le cadre de l'ouverture de mon espace santé. Donc là, on est dans une phase d'expérimentation pour cette fin d'année avec l'objectif de lancer la généralisation à partir du début d'année prochaine avec une enveloppe de 52 millions. Le financement à l'usage a bien été pensé en complémentarité avec le financement à l'équipement via le SONS. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une action cohérente, que ce soit vers les éditeurs et également vous puissiez déployer les usages associés. Donc là, au niveau du calendrier, le programme est d'ores et déjà lancé depuis le 1er septembre. La première fenêtre de financement est ouverte pour candidater jusqu'au 31 octobre. On a 4 grandes fenêtres de financement global jusqu'à fin 2023 qui se succèdent avec toujours le même mécanisme. Une période de candidature pour les établissements d'une durée de 2 mois chacune et ensuite une période d'instruction des ARS, notamment sur le volet prérequis d'une durée de 4 mois avec aussi l'objectif du volet contractuel, de toute cette formalisation-là et de l'analyse de l'atteinte des prérequis. Et ensuite, vous avez 6 mois pour atteindre les usages qui sont fixés et bénéficier du financement. Et ce même mécanisme se déroule sur 4 fenêtres. En détail, les prérequis et d'usage du volet 1. Le volet 2 sera vraiment précisé plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Donc, sur ce volet 1, les prérequis. Donc, on a 2 prérequis sur l'identitovigilance avec la mise en œuvre d'une cellule d'identitovigilance opérationnelle, donc qui est déjà inscrit dans le programme Open, et un nouveau prérequis en lien avec la publication de l'année dernière du référentiel national d'identitovigilance qui doit être mis en œuvre en lien avec la mise en œuvre et le déploiement de l'INS. Donc là, nous avons mis en place un questionnaire à remplir pour bien s'assurer que ce référentiel est bien approprié dans votre établissement. Le deuxième type de prérequis, c'est autour de la sécurité, système d'information, donc avec une présence d'une politique de sécurité, plan d'action SSI réalisé et existence d'un responsable sécurité. Donc ça, c'est déjà effectif dans la plupart de vos établissements. Et un prérequis qui est déjà indiqué dans Open sur l'engagement à réaliser un audit externe de cybersurveillance avec là l'objectif qui soit réalisé. Et 2 prérequis sur les services SOC qui sont la DMP compatibilité en termes d'alimentation et une messagerie sécurisée de santé opérationnelle, prérequis déjà inscrits dans Open. L'atteinte de ces prérequis permet le versement d'une avance sur le financement forfaitaire à l'usage de 30%.
Les indicateurs d'usage, donc là, concernent essentiellement le volet 1. Le volet 2, ils seront définis suite à l'expérimentation. Nous avons donc 5 grands indicateurs de cible d'usage, donc en termes d'alimentation du DMP en lettres de liaison, donc avec un calcul sur le taux de séjour pour lequel le DMP a été alimenté d'une lettre de liaison au format CDA R2 niveau 1 et comprenant une INS qualifiée, alimentation en ordonnance de sortie avec toujours le même type d'exigence en termes d'indicateurs, compte rendu opératoire et compte rendu de biologie. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vision sur l'alimentation effective du DMP avec un INS qualifié et avec une structuration minimum en termes d'interopérabilité. Tous ces éléments, bien sûr, vous verrez sur les slides, sont précisés dans des guides disponibles sur notre site Internet. Alors, au niveau du mécanisme, comme le précise Dominique, voilà, il y a une cible avec l'objectif d'avoir vraiment une action systémique et assez forte en termes d'augmentation du partage de documents de santé via le DMP. Donc là, pour pouvoir avoir un petit peu un effet accélérateur, il y a une progressivité dans les cibles d'usage et une dégressivité des forfaits au fil des fenêtres de candidature. Donc, plus tôt vous candidatez, vous aurez 100% des financements et une cible à atteindre un peu plus faible que si vous candidatez en fenêtre 4, donc pour le deuxième semestre 2023, où là, les cibles d'usage augmentent. Par exemple, récupération de l'INS, nous sommes passés à 70% au lieu de 50% en fenêtre 1. Et en termes de dégressivité des forfaits, vous aurez 100% du forfait en fenêtre 1, mais 80% en dernière fenêtre. Donc, l'objectif, c'est vraiment accélérer le mouvement et ce partage avec des forfaits plus élevés et des cibles plus faibles en tout début de programme. Là, c'est l'explication sur les barèmes de financement Ségur, combien a été partagé, validé avec l'ensemble de notre écosystème représenté notamment par les fédérations hospitalières cette année. Donc, les forfaits sont calculés sur la base de l'activité combinée 2019 de l'établissement qui permet d'avoir en fait convertir les journées de séjour en équivalent journée MCO et d'avoir vraiment une même unité de mesure et un calcul assez juste pour les forfaits. Donc, il y a 4 grandes tranches avec des échelles de forfaits d'activité combinée. Donc, ce qu'on observe, c'est que les petits établissements, il y a un nombre important d'établissements, mais qui représentent en soi peu de l'activité combinée totale et un nombre restreint, donc qui sont sur la tranche CCD, qui vont représenter un nombre important de l'activité combinée. Mais malgré ces fortes concentrations, nous, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment une action systémique et très inclusive que vous allez voir dans les forfaits. Juste slide suivant, je me dépêche pour pouvoir tenir les délais. Donc, le modèle inclusif a pour objectif vraiment de pouvoir avoir un programme qui s'adresse à tous les établissements et avec donc des forfaits qui ont été un petit peu amoindris pour permettre d'être le plus inclusif possible. Ce modèle a été approuvé, comme je l'ai précisé, par les 5 fédérations hospitalières et permet de limiter la sélection des établissements candidats à son minimum. Là, vous voyez en fait le financement à l'usage auquel vous pouvez prétendre selon votre activité combinée, la tranche d'activité combinée. Et donc, vous voyez la partie à l'usage, mais également à l'équipement pour avoir une vision globale de ce que vous pouvez bénéficier en termes de financement Ségur. Bien sûr, en détail, nous avons mis à disposition une calculette pour avoir une idée vraiment beaucoup plus précise et fine de votre forfait qui est disponible sur le site de l'ANS notamment. Il y a bien sûr après les financements équipements de biologie médicale et imagerie qui sont disponibles et donc tout ce détail est disponible sur nos sites internet. Donc, comme je vous l'ai précisé, les candidatures sont ouvertes depuis le 1er septembre. Donc, il faut aller sur démarche simplifiée pour remplir votre dossier. Les ARS sont à votre disposition. Certaines ont commencé à mettre en place des événements, des réunions d'information. N'hésitez pas à les solliciter. Nous, on a mis à disposition les guides d'aide à l'utilisation de démarches simplifiées et tout le détail des prérequis des cibles d'usage sur notre site internet. Là, en cliquant, ça sera possible d'y accéder. La date limite de cette première fenêtre, c'est le 31 octobre 2021, donc voilà, dans un gros mois. Donc, n'hésitez pas à candidater. Vous avez après 6 mois pour atteindre, à partir de janvier, 6 mois pour atteindre les cibles d'usage. Là, l'objet, on va dire, la première marche, c'est être au rendez-vous des prérequis qu'on a vraiment définis en lien avec les efforts déjà que vous avez engagés dans le cadre d'Open. Donc, juste le slide après.
et je crois que j'ai terminé, la synthèse du corpus documentaire. Donc, toutes les informations sont disponibles sur notre page dédiée avec l'ensemble des documents, l'instruction qui fixe le programme qui a été publié cet été, les différentes annexes, notamment les indicateurs d'usage, les prérequis, la détermination du montant unitaire de soutien financier, tout à fait possible. Et donc, vous avez aussi une calculette à disposition et tout ce qui est présentation détaillée du programme et de sa mise en œuvre. Et les questionnaires, notamment appropriation RNIV, qui est disponible. On a également une boîte mail à disposition pour répondre à vos questions et nous sommes en cours de formalisation d'une FAQ qu'on pourra mettre également à disposition. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Caroline. Je vous propose de continuer. J'ai vu qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Donc, Caroline, je pense que tu vas avoir le plaisir de pouvoir répondre à quelques-unes. Et je vous invite à continuer à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Pendant ce temps-là, nous allons passer au deuxième dispositif de financement de ce programme Ségur. Mais en introduction, je vais laisser la parole à Jean-Christophe Turbat qui va rapidement, vous allez voir, c'est succinct, on ne rentre pas trop dans la technique, vous présenter les différentes fonctionnalités parce qu'en fait, comme ça vous avait été présenté par Dominique au départ, on est dans un mécanisme de définition d'exigences pour pouvoir bénéficier de ce financement. Voilà, Jean-Christophe, c'est à toi. Merci Nolwenn, bonjour à tous. Oui, très rapidement et en synthèse, vous le savez, vous l'avez compris, l'hôpital est un acteur important au travers du programme Ségur, notamment par rapport au volume des documents que vous produisez et que vous serez donc susceptible de pouvoir partager et transmettre. Dans le cas du Ségur, on vous l'a rappelé en introduction, nous sommes ici sur des flux sortants qui se posent sur la lettre de liaison sortie d'hospitalisation, des ordonnances de sortie d'hospitalisation et également les comptes rendus opératoires. Le tout indexé par l'identité nationale de santé, comme je l'ai dit, des flux sortants qui viendront alimenter le DNP pour le partage de documents et qui s'appuieront également sur la messagerie sécurisée de santé pour pouvoir réaliser les échanges sécurisés, messagerie sécurisée de santé professionnelle entre médecins traitants, médecins spécialistes par exemple, mais également, et c'est la nouveauté, la messagerie de santé citoyenne qui permet la transmission et d'informations entre le professionnel de santé et le patient, le tout initié par le professionnel de santé. Dominique l'a rappelé en introduction, ProSanté Connect vous permettra également d'implémenter un mécanisme d'authentification et d'identification simple, permettant finalement un accès sécurisé, simplifié à l'ensemble de vos briques de système d'information. Alors, pour réaliser l'ensemble de cette implémentation et réussir le déploiement Ségur, l'ensemble des professionnels disposent d'un corpus documentaire qui est assez vaste. D'ailleurs, à l'issue de ma présentation, je vous partagerai un document que l'ANS propose depuis aujourd'hui sur notre site internet qui rassemble l'ensemble du corpus documentaire disponible sur le Ségur et qui viendra s'alimenter au fur et à mesure de l'actualité. Donc, je vous invite vraiment à récupérer ce document, à le lire et éventuellement le partager. Donc, parmi les documents qui vous seront extrêmement utiles, vous avez un document dans un nom barbare est exposé sur cette diapositive, des DSR, les dossiers de spécification et de référencement, qui décrivent finalement un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver dans un cahier des charges, l'ensemble des exigences et des spécifications techniques qui permettent aux dossiers patients informatisés, aux plateformes d'intermédiation et aux gammes des pays, aux référentiels d'identité, d'être dans le périmètre Ségur. Donc, vous retrouverez dans ces documents qui ne sont pas très épais, d'ailleurs, les lire, c'est assez rapide et finalement suffisamment compréhensible pour que vous puissiez très rapidement monter sur le bateau et finalement bien comprendre ce dont il s'agit. Et ces documents, donc d'une vingtaine, une trentaine de pages, vous exposent l'ensemble des informations qui vous sont aujourd'hui utiles et nécessaires pour implémenter l'ensemble des dispositifs Ségur qui vous sont demandés au travers du programme. Donc voilà très rapidement ma présentation. Je vais donc laisser la parole à Guillaume et Nolwenn pour la suite de la présentation. Merci à vous.
Merci beaucoup Jean-Christophe. Donc maintenant nous allons avoir le principe du financement à l'équipement, donc autrement appelé SONS, système ouvert et non sélectif, par Guillaume Desjean-Pasano, qui est directeur du programme et magistrat détaché auprès de l'Agence du numérique en santé. Merci Nolwenn, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous, donc je me propose de vous partager quelques éléments sur le cadrage à la fois juridique et financier du dispositif de financement à l'équipement qui a été évoqué déjà à plusieurs reprises, dispositif sur lequel les équipes de l'ANS sont très fortement mobilisées depuis plusieurs mois, j'en profite pour le dire, qu'il s'agisse des référentiels que Jean-Christophe évoquait à l'instant, de la mise en œuvre de notre guichet de référencement, du cadrage juridique du projet qui est assez complexe et de l'accompagnement qui est en cours et qui est très, très volontariste auprès des éditeurs et des établissements. Alors, c'est un projet structurant pour l'ANS, c'est aussi un projet structurant évidemment pour l'ensemble de l'écosystème en raison de tous les volumes financiers qui sont concernés, des enjeux qui ont été rappelés. Et c'est vrai que nous, à l'ANS, on a là une vraie volonté de pouvoir accompagner au mieux les éditeurs, les établissements, les professionnels pour que ce projet soit un succès. Et un succès d'ailleurs partagé avec les régions. Je pense qu'Owen en reparlera tout à l'heure. On a un plan d'action au niveau régional qui est très important pour associer au maximum les ARS, les grades. Ce point d'info également, peut-être à titre liminaire, vous dire qu'il intervient à un point clé puisque le cadrage juridique de ce projet a été finalisé pendant l'été par la publication d'arrêtés qui sont accessibles sur le site de l'ANS. Donc là, on est à un point important puisqu'on entre un peu dans le vif du sujet. Notre guichet de référencement a ouvert il y a 3 semaines. Alors, sur ce premier slide, quelques éléments, je dirais, un peu de cadrage sur ce dispositif de financement. Il y a donc eu un arbitrage des pouvoirs publics au plus haut niveau pour aller vers un système dit d'achat pour compte où l'État va financer directement l'éditeur d'un logiciel ou son distributeur concernant des prestations d'équipement logiciel au bénéfice d'un établissement ou d'un professionnel. L'objectif ici, ce n'est pas de financer des développements informatiques, c'est bien de financer l'implémentation d'une solution logicielle auprès d'un établissement. Et donc, évidemment, un éditeur sera rémunéré à la hauteur du nombre d'implémentations qui seront faites. Ce dispositif de financement, on l'appelle donc SONS, Système ouvert et non sélectif de référencement et de financement. C'est un dispositif innovant d'achat public qui émane du niveau européen, en fait, qui émane de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça n'est pas un marché public, ça n'est pas un dispositif de subventionnement, c'est un système ad hoc. Et ce système, d'ailleurs, ne fait pas échec aux règles financières qui sont susceptibles de s'appliquer aux établissements professionnels. Typiquement, un établissement qui est soumis aux règles des marchés publics vis-à-vis d'un éditeur va devoir continuer à respecter ces règles. Le système ouvert et non sélectif, cette opération de financement vis-à-vis des éditeurs, c'est une brique, c'est une couche supplémentaire. Et j'en profite pour dire que sur ces sujets souvent complexes de marché public, de comptabilité, il y a de la documentation spécifique là, qui est en cours de finalisation au niveau de la DNS et de l'ANS et qui sera publiée d'ici quelques jours pour là aussi essayer d'accompagner au mieux les professionnels dans la compréhension du dispositif. Alors, comme ça vous a été indiqué, ce système de financement, il est découpé d'abord par couloir hôpital, radio, bio, etc., par vague. On est là, nous, sur la première vague, une seconde vague arrivera l'année prochaine, et on est sur un financement par briques qu'on appelle donc des DSR, des dossiers de spécification de référencement, des référentiels que les éditeurs doivent respecter pour un logiciel. Il y a donc à l'ANS autant de dossiers de référencement et autant de demandes de financement pour un éditeur qu'il y a de DSR. Un éditeur peut candidater évidemment sur plusieurs DSR. Et pour le couloir hôpital, on le disait tout à l'heure, on a 3 briques dédiées sur le PFI, sur le RI et le DPI, plus des briques un peu spécialisées, disons, sur la biologie et la radiologie. Alors, ce dispositif, en fait, repose sur un double processus de référencement d'un logiciel, puis de financement. Ces deux processus étant complètement imbriqués, si vous voulez. À partir du moment où un éditeur va se présenter à l'ANS pour demander le référencement de l'un de ses logiciels au motif que ce logiciel répondrait aux exigences techniques et fonctionnelles d'un DSR, l'ANS va octroyer ce référencement.
Et ce référencement, de manière quasi automatique, en fait, donnera droit à un financement, mais qui, lui, se fait dans une seconde phase, puisque le financement ne sera pas opéré directement par l'ANS, mais par un second opérateur qui s'appelle l'ASP, l'Agence des services de paiement de l'État, qui est une structure spécialisée sur ce type d'opération. Donc, l'éditeur qui bénéficiera d'un référencement de l'ANS devra se présenter au guichet de l'ASP, devra communiquer un certain nombre de pièces justificatives. Ces pièces justificatives, elles figurent dans un deuxième document important qu'on appelle l'appel à financement. Le DSR, on le disait, c'est la partie technique, ce sont les exigences techniques et fonctionnelles. L'appel à financement, lui, il est relatif aux modalités administratives et financières, c'est-à-dire aux conditions à remplir pour aller déposer son dossier de financement à l'ASP. Et ces DSR et ces appels à financement, en fait, ils sont annexés à ces fameux arrêtés que j'évoquais tout à l'heure. Et cet ensemble de documents qui est accessible sur notre site, sur e-santé, couloir par couloir, constitue ce fameux cadre réglementaire global. Sur le site e-santé, couloir par couloir, vous trouverez également des fichiers de calcul, par exemple, pour vous aider à déterminer le montant exact de financement auquel vous pouvez prétendre. Et vous y trouverez aussi le modèle de convention de référencement qui devra être signé avec l'ANS pour pouvoir passer à la phase suivante de financement. Si on peut avancer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Quelques éléments un peu chiffrés, mais vraiment très rapidement. On le disait, on est sur un budget global sur le Ségur là, qui est de près d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Et sur le couloir hôpital, la ventilation, enfin, sur le couloir établissement, la ventilation financière est la suivante. On est sur un budget de 126 millions d'euros. A priori, 83 millions prévus sur la vague 1, ventilée entre les 3 briques DSR que j'évoquais tout à l'heure, le DPI, le RI, le PFI, et une seconde vague dont le montant là est provisionné à 33 millions. Je pense que ce sont des chiffres qui sont susceptibles d'être adaptés en fonction du fonctionnement de la vague numéro 1. Et donc, pour un établissement, la possibilité, in fine, de cumuler 6 forfaits, les 3 qui sont ici à droite, là, le DSR, DPI, RIPFI, et éventuellement ceux relatifs au plateau radio et biologie. Il y a 6 DSR, il y a un financement par DSR, donc potentiellement pour un établissement, 6 financements cumulables possibles. Si on passe à la slide suivante, où sont évoqués quelques grands principes du dispositif de financement, rappelez que les financements sont versés aux éditeurs sur la base de devis et de bons de commande qui seront signés par les établissements. Donc, on est bien dans cette logique que ce qu'on paye, c'est l'implémentation du logiciel auprès d'un établissement. Et en rappelant que le solde, dans le processus de paiement que je présenterai plus en détail tout à l'heure, le solde, en fait, ne sera payé à l'éditeur qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'installation du logiciel. En gros, il faudra que, entre guillemets, le tuyau puisse bien permettre la remontée de données vers le DMP, MSS, etc. Ça, c'est de la documentation qui devra être fournie à l'opérateur de financement, à l'ASP, en fin de course, pour pouvoir bénéficier du solde. Un seul éditeur est financé par établissement et par DSR. D'ailleurs, il y a une grande liberté de choix de la part de l'établissement sur son éditeur. On a 6 briques DSR. Il est tout à fait possible de choisir des éditeurs différents pour chacun des DSR. On n'est pas obligé de choisir un éditeur pour le tout. On fait vraiment ce qu'on veut en fonction des éditeurs, évidemment, qui bénéficieront du référencement en amont de la part de l'ANS. Autre point important, seules les commandes qui auront été passées par un établissement auprès d'un éditeur après la publication des arrêtés peuvent bénéficier de ce système. Il n'y a pas de rétroactivité. Un établissement qui aurait été très en avance de phase et qui disposerait déjà des outils ne rentre pas dans le cadre du financement. Il faut que cette installation logicielle se fasse postérieurement à la publication des arrêtés que j'évoquais cet été, avec un système d'avance de phase qui est possible. Un éditeur qui n'est pas encore référencé peut commencer à faire signer des devis à des établissements s'il le souhaite, sous 2 conditions. Évidemment, ce devis ne sera signé par l'établissement que sous condition de référencement. En d'autres termes, l'établissement ne prend aucun risque à signer ce devis, puisque si le référencement n'était pas octroyé à l'éditeur, évidemment, le professionnel de santé n'est pas engagé. Le risque, il pèse sur l'éditeur. Et par ailleurs, il y a un délai quand même de 120 jours. En fait, les bons de commande qui seront acceptés par l'opérateur de financement, ce seront des bons de commande qui ne seront pas antérieurs à 120 jours par rapport à la date de dépôt du dossier de demande de référencement à l'ANS.
Alors là, on rentre dans des détails un peu compliqués, je répondrai aux questions s'il y en a, mais voilà, dans la date à laquelle le bon de commande devrait être signé, il y a une petite subtilité, mais les éditeurs en sont informés et on leur communique toutes les informations nécessaires à ce sujet pour que, évidemment, le dispositif soit utilisé le mieux possible. Si on passe à la slide suivante, qui concerne le périmètre couvert par le financement, ce qu'il faut peut-être rappeler un peu à titre général, c'est que l'État ne se substitue pas à la relation contractuelle entre un éditeur et un établissement. Ce n'est pas l'objectif, je disais, le SONS, là, c'est une espèce de couche supplémentaire par rapport à cette relation contractuelle entre l'éditeur et l'établissement. Mais l'objectif, néanmoins, c'est quand même de considérer que ce financement Ségur, c'est une prestation autonome pour laquelle on souhaite apporter un maximum de garanties aux établissements et aux professionnels. En termes de périmètre, ce financement, évidemment, il va couvrir une licence d'utilisation au bénéfice de l'établissement, mais pas seulement. L'appel à financement détaille le périmètre exact de ce financement. Ça inclut les frais d'installation de la solution logicielle, ça inclut des prestations de maintenance, de formation. Là-dessus, je vous renvoie à chaque appel à financement. Il y en a autant qu'il y a de briques. Donc là, il y en a 6 en l'occurrence, où vous pourrez à chaque fois aller lire les règles exactes sur les barèmes, sur ce que couvre exactement le financement. Et cette logique, quand même, c'est de proposer une prestation complète. Et par ailleurs, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas de reste à charge pour l'établissement. Donc, sur le périmètre de ce que l'on finance, l'éditeur ne peut pas exiger un complément de paiement. On est dans une logique de zéro reste à charge. On est par ailleurs dans une logique dans laquelle l'établissement il ne doit pas être lié ad vitam aeternam avec l'éditeur qui va lui permettre de bénéficier de ce financement gratuit, entre guillemets pour lui. On est d'abord dans une logique de portabilité. Une des exigences vis-à-vis des éditeurs qui est formalisée dans le cadre réglementaire, c'est que les données de santé qui vont transiter via ces outils financés devront être portables. Ils devront être transférables à la faveur d'une nouvelle version d'un logiciel auprès d'un autre éditeur si c'est le choix du professionnel. Et autre garantie importante, l'absence de réengagement. Le fait de bénéficier de ce financement ne doit pas conduire à ce que le professionnel soit obligé à se réengager contractuellement vis-à-vis de l'éditeur pour une certaine période. On reste dans le contrat initial et dans les conditions du contrat prévu initialement, et il n'y a pas d'obligation de réengagement. Ça, c'est un principe fort qui est prévu dans l'appel à financement. Inversement, le périmètre de ce financement Ségur ne couvre pas tout non plus. Il ne couvre pas, par exemple, les coûts qui seraient associés à un changement complet de logiciel, c'est-à-dire indépendamment des évolutions qu'on finance dans le cadre des spécifications d'un DSR ou en lien avec le rattrapage d'un logiciel qui serait très vétuste. On reste quand même sur un périmètre qui est celui du DSR et de l'appel à financement. Et de la même manière, en gros, les coûts d'infrastructure additionnels comme l'acquisition de serveurs, la migration d'un système de gestion de base de données, tout ça n'est pas couvert, comme d'autres coûts matériels comme des lecteurs de cartes, par exemple. Donc, voilà. Encore une fois, là, je vous renvoie vraiment à la documentation qui est mise en ligne sur le site e-santé, puisque DSR par DSR, on a un certain nombre de petites spécificités et de nuances. Les 2 slides suivants présentent de manière un peu plus détaillée le cheminement du processus de référencement puis de financement. Donc, je disais, étape 1, référencement auprès de l'Agence du numérique en santé, avec en gros 2 phases. Quand un éditeur va venir déposer un dossier, il y a d'abord une phase qui est programmée pour durer 1 semaine de vérification de l'éligibilité. C'est on vérifie que l'éditeur qui nous demande un référencement est bien dans le périmètre du DSR auquel il candidate et qu'il nous livre bien toutes les pièces un peu administratives, je dirais, dont on a besoin. Et une fois que la solution de l'éditeur est considérée comme éligible, il y a ensuite une phase d'instruction via le dépôt d'un dossier de fonds qui est très complet. Dans les DSR, vous verrez, on est parfois sur des référentiels où vous avez entre 100 et 150 exigences, voire plus. Donc, il y a un très gros travail de fond de préparation de la part de l'éditeur, puis un travail d'instruction par l'ANS, puisque là, on n'est pas sur du déclaratif, on est sur le dépôt d'un dossier où chaque exigence est vérifiée par les services de l'ANS avant l'octroi du référencement. Cette phase est prévue pour durer 6 semaines.
Donc, on voit là qu'on est sur une durée pour qu'un éditeur obtienne un référencement d'à peu près 7 semaines. Évidemment, sous réserve que les dossiers soient complets, il peut y avoir ensuite entre l'ANS et l'éditeur des itérations, si on estime qu'il manque des pièces, etc., de sorte que le délai peut être rallongé. Pour vous donner des éléments statistiques à date, donc notre guichet de référencement, il a ouvert le 30 août dernier. Aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine d'éditeurs qui se sont enrôlés dans le dispositif en nous déposant une demande de référencement. Alors, la plupart de ces éditeurs-là, à date, sont plutôt au stade de l'éligibilité, mais on a déjà un certain nombre d'éditeurs qui sont passés dans la phase d'analyse du dépôt de preuves. Alors, ça démarre plutôt très fort, hein, puisque nous, on n'avait pas anticipé qu'on recevrait sur le mois de septembre autant de candidatures. Donc, on voit qu'il y a un vrai engouement, que les choses vont très vite. Et on anticipe, si, encore une fois, sur le fond, les dossiers qui nous sont déposés sont suffisamment complets, de bonne qualité, on anticipe de pouvoir octroyer un premier référencement autour de fin octobre, début novembre maintenant. Et puis, une fois que le référencement sera octroyé à l'éditeur, s'ouvre alors la deuxième phase qui est celle du financement vis-à-vis de l'ASP. C'est l'éditeur qui est en front vis-à-vis de l'ASP pour déposer ses demandes de financement, mais moyennant toute la documentation qu'il va devoir produire et qui nécessitera évidemment des itérations avec les établissements. Je vous parlais tout à l'heure du devis, du bon de commande, je vous parlais de la documentation justificative à produire en fin de course, notamment ce qu'on appelle la VA ou le MOM. Enfin bref, ce sont des documents que le professionnel de santé va devoir remettre à son éditeur pour lui confirmer que le logiciel a bien été installé et qu'il fonctionne correctement. On a 3 phases dans l'instruction du dossier par l'ASP pour faire vite. Une phase d'éligibilité, comme auprès de l'ANS, et puis ensuite une phase d'avance et de solde. Au moment où l'éditeur va produire à l'ASP les copies des devis des bons de commande, il pourra bénéficier tout de suite de 30% du financement et il pourra bénéficier du solde, c'est-à-dire 70% en fin de course, encore une fois, quand il justifiera de l'installation de la solution logicielle auprès de son client. La slide suivante, je ne la détaille pas puisqu'elle reprend la description de ce processus de manière un peu différente. Et si on passe du coup à la slide suivante, je pense qu'il y a des éléments de calendrier qui sont présentés. Donc, comme je l'indiquais, le cadre réglementaire est fixé depuis cet été. Le guichet de référencement de l'ANS a ouvert le 30 août. La vague numéro 1, qui est celle qui est en cours actuellement, va fermer, s'agissant du guichet de référencement, le 15 mai prochain. Donc, en gros, les éditeurs logiciels ont entre aujourd'hui et le 15 mai pour nous déposer un dossier complet qui leur permettra d'obtenir, le cas échéant, un référencement. S'agissant du guichet de financement, ce guichet, lui, va ouvrir fin octobre. C'est-à-dire que les éditeurs pourront commencer à aller s'enrôler auprès de l'ASP à partir de fin octobre. Et ce guichet de financement sera ouvert un petit peu en décalé par rapport à l'ANS. Les éditeurs pourront déposer leur demande d'avance jusqu'au 15 juillet 2022, donc jusqu'à l'été prochain, en gros. Et il y aura une dernière deadline qui est celle du 15 octobre 2022, qui a été un peu reculée pour l'hôpital, d'ailleurs 31 décembre. Et cette dernière deadline, c'est la date pour se faire payer les soldes. Et c'est donc la date à laquelle les solutions logicielles devront être installées et opérationnelles auprès des professionnels. Donc là, on voit qu'on est en gros sur une phase totale qui va durer un petit peu plus d'1 an et à la suite de laquelle va s'enchaîner de manière un peu tuilée la vague numéro 2. Donc voilà un peu pour les éléments à la fois décrivant le cadre juridique, financier, le processus, les éléments de calendrier. Et un dernier élément qu'on souhaitait mettre en visibilité, c'est tout ce travail qui est fait par l'ANS et ses différents partenaires pour accompagner à la fois les éditeurs, les professionnels, les établissements à la bonne compréhension de ce dispositif, dont il faut bien dire qu'il est un peu complexe, pour qu'ils puissent vraiment s'en emparer. Il y a beaucoup d'actions qui ont été engagées au sein de l'ANS à ce sujet au cours des dernières semaines qui sont en cours et je propose à Nolwenn, si tu es d'accord, de les présenter. Oui, merci beaucoup Guillaume. Donc là sur cette slide que vous pourrez donc bien évidemment récupérer, vous trouverez les liens des principaux documents qui concernent l'hôpital et je vais vous présenter un peu plus en détail, enfin vous parler de ce qu'on fait pour le support au niveau du Ségur. Donc maintenant si tu veux bien passer à la diapo d'après.
Voilà, et la suivante encore, merci beaucoup. Au niveau de ce support, il y a donc plusieurs modalités, dont l'une est ce webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Donc, tout un corpus documentaire pour lequel nous travaillons régulièrement à l'actualisation. D'ailleurs, le premier, le document commun, qui est une présentation générale du Ségur du numérique qui est en cours d'actualisation. Une nouvelle version sera mise en ligne d'ici la fin du mois. Des fiches pratiques aussi qui sont très synthétiques par couloir, qui sont disponibles sur le site de l'ANS et on fait notre possible pour diffuser le plus largement possible et que ça arrive jusqu'à vous, tous ces éléments documentaires, toutes les dates de webinaires et tous les événements auxquels on peut participer. Mais tout est en ligne et n'hésitez surtout pas à venir voir ce qui se passe sur le site, dans la mesure où on met en ligne régulièrement de nouveaux documents au fil de l'eau et au fil de l'apparition des différents besoins. Donc, actuellement, nous sommes aussi en rédaction de documents mode d'emploi à destination des établissements et professionnels de santé, avec des éléments de planification du projet, d'organisation, points d'attention, etc. Et pour une bonne compréhension pratique pour s'inscrire dans ces programmes de financement dont on vient de parler. Un retour d'expérience aussi qui sera mis en ligne d'ici ce soir, puisque nous avons accompagné avant l'été des sites, des 19 établissements privés sur l'implémentation des services socles qui sont donc décrits dans ce Ségur. Et du coup, on en a tiré quelques leçons, quelques idées. Et ont identifié les points difficiles, les bonnes pratiques, donc qui sont décrites dans ce retour d'expérience que nous avons voulu le plus riche possible. Des FAQ qui sont déclinés par couloir, donc vous pourrez trouver sur ce lien sur le site de l'ANS e-santé des questions et des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Ces FAQ sont complétés par un formulaire de contact, donc vous trouvez le lien là en gros en bas de cette diapo, qui permet de contacter le support du Ségur et ensuite, en fonction du type de question, c'est transmis en interne pour vous apporter une réponse précise dans un délai de quelques jours qui se veut le plus court possible. Voilà, un petit rappel sur les webinaires. Alors, on a titré le prochain webinaire, mais il y a aussi ceux qui sont déjà passés. Et en particulier, deux webinaires à destination des hôpitaux qui ont eu lieu là sur ce début du mois de septembre, avec un webinaire sur l'ensemble des fonctionnalités pour l'hôpital à destination des DSI plutôt, qui a eu lieu le 14, et puis un webinaire spécifique sur les plateaux de biologie médicale en établissement de santé qui s'est déroulé il y a 2 jours, donc qui sont eux aussi visibles en replay, et celui-ci d'aujourd'hui sera également mis en replay, comme le disait Élodie Fluencette en introduction. Nous ferons également des webinaires de présentation générale de manière régulière ou ciblée, avec un prochain dans la première semaine d'octobre, même si la date n'est pas encore fixée, j'en profite pour vous en parler. Nous intervenons également à l'occasion d'événements, donc on sera sur Santexpo, n'hésitez surtout pas à nous rendre une petite visite sur les événements spécifiques que peuvent être par exemple les JFR qui arrivent bientôt, et puis aux événements organisés par vos régions notamment qui nous invitent à venir appuyer le discours et les explications autour de ce Ségur du numérique. Donc, on essaye de tout mettre en œuvre pour vraiment vous apporter un maximum de réponses concrètes, pratiques pour dérouler les projets. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus de compléments, pour avoir des détails, des interventions dédiées. Nous sommes là pour ça. Du coup, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions qui avaient été posées dans le chat. N'hésitez pas à en poser encore si vous en avez. Et pour conclure, je vais redonner la parole à Dominique Pont.
Merci Nolwenn. Oui. Non, juste deux mots, vous dire que sur ce Ségur numérique, vous comprenez qu'il y a un énorme enjeu de transformation, non seulement du numérique en santé en France, mais du système de santé, puisque avec tout ça, l'ouverture pour chaque Français d'une plateforme numérique, une grosse bascule qu'on espère avec des moyens inédits, une méthode inédite pour vraiment se mettre enfin à ce que notre pays partage de façon sécurisée les données de santé en France, il y a un énorme enjeu collectif. Et clairement, ça ne peut pas rester juste un sujet de DSI ou de responsable qualité. On a vraiment besoin que les directions d'établissements de santé se mobilisent, comprennent les sujets, poussent leurs équipes, poussent leurs sous-traitants. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. On a vraiment besoin, au plus haut niveau dans la gouvernance des hôpitaux et des cliniques, cette impulsion donnée par la direction générale. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute.